Ce que je voulais vous évoquer, c'était notamment à partir de travaux qui ont été menés ici à Migrinter, mais aussi avec d'autres chercheurs, d'autres universités aussi, et notamment aussi des organisations de défense des étrangers, sur notamment la cartographie des politiques migratoires et leur impact, et de montrer cette complexification aujourd'hui du droit qui s'opère et auquel, je dirais, les personnes sont confrontées. Et de voir un peu aujourd'hui aussi, on assiste aussi à une certaine forme de mise en scène, de théâtralisation du droit. Et lorsqu'on y regarde un peu plus précisément, on voit quand même toutes les limites et les enjeux qui s'opèrent à travers cette question-là. Alors, ce que je vais montrer va recouper un peu en partie ce qu'a dit Gildas à l'instant, mais bon, c'est toujours intéressant de le montrer de différentes manières. Et je dirais, un des premiers aspects aujourd'hui auxquels les personnes sont confrontées, c'était évoqué de différentes manières, c'est la question des visas. Donc, c'était pour vous montrer cette carte-là, donc dans le sens où aujourd'hui, les visas sont la première, je dirais, formalité auxquelles de nombreux ressortissants de différents pays dans le monde vont être confrontés. Et on le voit très bien dans le sens où on a fait ce travail à plusieurs, où on a superposé l'ensemble, dans un premier temps, superposé l'ensemble des politiques migratoires de différents pays développés, à savoir l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, Nouvelle-Zélande, le Japon, politique. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait apparaître une certaine forme de bipolarisation du monde. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, cette politique des visas, et c'est une certaine façon la nouvelle bipolarisation du monde qui est en train de s'exprimer dans le sens où on a d'un côté des espaces de richesse qui sont très importants, comme on le voit ici, hein, avec 73% je dirais des richesses dans les pays du Nord, là représente Nord entre guillemets, représenté en vert, et qui représente à peu près 25-27% de la population mondiale. Et à l'opposé, on a tous celles et ceux qui sont assignés à résidence. Alors, volontairement, cette carte est schématique, dans le sens où on voit très bien que des personnes qui ont je dirais des ressources, que ce soit dans des pays africains ou dans des pays asiatiques, vont je dirais, surpasser ces difficultés administratives. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, cette question du visa est avant tout vraiment un des premiers instruments et je dirais, une des premières difficultés auxquelles les personnes sont confrontées. Et ce qu'on a essayé de montrer à travers ça, c'est que si derrière on voit que la question des enjeux économiques est un des éléments, je dirais, qui pousse à la migration, on voit aussi en filigrane derrière ça que la question aussi je dirais, des conflits joue également sur cette carte-là, dans le sens où on m'a fait remarquer, lorsqu'on a fait cette carte-là, on m'a dit, mais quand on regarde les 10 pays qui sont pratiquement, dont les ressortissants sont assignés à résidence. Donc, vous voyez tout en bas, Érythrée, Somalie, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais les 10 pays qui sont en rouge. Parmi ces 10 pays, il y en a 8 qui ont eu, affaire avec l'armée des États-Unis d'Amérique. Donc, ça mériterait d'être creusé, mais on voit bien quand même, et qu'est-ce que ça montre à travers ça, c'est qu'on voit bien que lorsqu'on tente de faire des catégorisations avec d'un côté, il y aurait les réfugiés, d'un autre côté, les migrants économiques, on voit que la réalité est loin d'être aussi simple, dans le sens où on voit que ce sont différents facteurs qui vont pousser les gens à un moment donné à partir. Et on le voit par exemple au niveau de la Syrie aujourd'hui, où des gens vont faire énormément d'allers-retours entre la Syrie, le Liban, voire la Jordanie, des pays limitrophes, avant de décider peut-être de tenter l'aventure bien plus loin. Donc ce n'est pas forcément lié uniquement à des questions, je dirais dans un premier temps, de persécution, mais ça peut être mêlé aussi effectivement à des questions aussi d'ordre économique et donc qui vont pousser les gens à partir. Et donc ça c'est... Et je dirais, on a renforcé après je dirais, cette idée-là, notamment lorsque vous voyez les 3 petites cartes qui sont sur la droite, lorsqu'on regarde, par exemple, pour l'espace Schengen, ou si on regarde pour les États-Unis ou voire l'Australie, quand on voit la proximité du PIB du pays concerné avec les pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour venir dans ces pays-là, et les autres pays
dont les ressortissants sont soumis à cette obligation-là, vous voyez bien que là, il y a une corrélation quand même qui est assez forte sur le plan économique entre la question des visas et la question, je dirais, des migrations. Donc ça, c'est vraiment un des premiers aspects et qui conduit effectivement, je dirais, à véhiculer, comme ce qu'a pu le dire Benjamin Storas tout à l'heure, effectivement des sentiments de peur dans le sens où on prévaut, on fait en sorte de mettre en place des dispositifs pour freiner l'arrivée de ces personnes. Voilà. Ce qu'on voulait revenir, c'était vraiment revenir rapidement, parce que c'est toujours, entre guillemets, un petit plaisir pour le montrer, notamment à celles et ceux qui en sont pas convaincus, c'est lorsqu'on parle de crise migratoire depuis 2015. Cette crise migratoire qui est effectivement, comme l'a rappelé Benjamin Stora tout à l'heure, liée en partie au printemps arabe, eh bien, lorsqu'on regarde, par exemple, le nombre, si on s'en tient sur le nombre de réfugiés syriens, mais aussi plus globalement de toutes nationalités confondues, lorsqu'on regarde des pays comme le Liban, la Turquie ou la Jordanie, là, qui sont affichés derrière moi, on voit que ça peut représenter parfois une part assez conséquente de la population totale du pays concerné. Et lorsqu'on parle d'invasion ou d'afflux massif au niveau de l'Union européenne, et lorsqu'on la compare à l'ensemble des 500 millions de l'Union européenne, c'est là, effectivement, parce que simplement ces petits schémas, ça nous amène quand même à relativiser énormément les choses. D'autant plus que pour l'année 2015, ça concernait, bon, selon les chiffres, à toujours à prendre avec des pincettes, à peu près que 0,4% de la population de l'Union européenne. Donc on est loin d'être confronté à des arrivées importantes de personnes étrangères d'autres pays. Néanmoins, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des difficultés en certains lieux, en certaines régions. Je pense à Calais, mais je pense aussi à Vintimille, Briançon, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être un petit peu plus en détail, où on a effectivement ces différents aspects qui peuvent jouer et qui sont, somme toute, importants. Et c'est d'autant plus, je dirais, fort lorsqu'on met, par exemple, différentes déclarations politiques. On en a choisi 3, mais on aurait pu en prendre plein d'autres, qui montrent ce décalage aujourd'hui qui existe entre certains responsables politiques, pas tous, hein, on va pas mettre là aussi, je dirais le monde politique est complexe, mais entre certains responsables et la réalité des faits. Et donc, effectivement, notre travail, nous, en tant que chercheurs, on s'applique effectivement d'essayer de faire en sorte de faire en sorte de montrer justement ces différents aspects, de rappeler cette réalité-là et qui ne correspond pas toujours à une réalité institutionnelle telle qu'elle est montrée. Par exemple, si on prend cette carte-là, on s'était amusé, par exemple, vous voyez la carte qui est tout en haut à gauche, c'est une carte qui a été produite par l'agence Frontex. L'agence Frontex, qui est une agence qui qui travaille, je dirais, à faire en sorte de coordonner les opérations de surveillance aux frontières extérieures de l'Union européenne. Donc elle a fait cette carte-là en 2015, et vous voyez cette carte rouge qui montre effectivement des flèches rouges envahissantes, et voilà, avec aucune référence, et voilà, et ça marche très bien dans l'opinion publique. C'est des choses qui portent, qui sont très fortes. Et donc ce qu'on s'est nous amusé à faire, c'est qu'on s'est dit que la réalité, elle est loin d'être celle-ci. Je veux dire, il y a plein de travaux qui ont été faits, notamment par des cartographes, je pense à Olivier Pliez, qui montrent qu'effectivement, on a tendance à voir la carte, du moins entre un espace de départ et un espace d'arrivée, comme quelque chose de très lisse. Or, vous voyez bien que le parcours qui est représenté, qui est un parcours parmi tant d'autres, montre des singularités et montre toute la difficulté auxquelles les gens peuvent être confrontés avant d'arriver au sein d'un pays européen. Donc c'est montrer aussi quelque part que les images ont parfois des impacts très forts et qui nous importe aussi de rappeler aussi cette complexité liée en partie aux politiques migratoires de l'Union européenne. Et c'est là où j'en viens un peu quand je parle de mise en scène ou de théâtralisation, je dirais, des politiques migratoires. Dans le sens, on a une thèse qui va être soutenue bientôt par Martine Brouillette, qui est politiste, migrataire, et qui s'intéresse, elle, au partenariat pour la mobilité. Et elle montre assez bien comment, une diffusion des politiques migratoires européennes s'opère dans les pays voisins de l'Union européenne, à savoir la Moldavie, la Géorgie, la Tunisie, le Maroc, etc. Et donc, elle montre à travers ça qu'il y a toute une discussion qui s'opère, qui
un peu à marche forcée, parfois imposée par l'Union européenne, mais aussi par certains États membres, à ces pays-là. Et il n'y a aucune discussion qui n'est faite avec les premiers concernés, ne serait-ce qu'avec les organisations de défense des étrangers. Et donc, pour eux, c'est vraiment, ça ne se pose même pas. Je veux dire, on a une politique et on fait fi, quelque part, des réalités migratoires qui sont mises en place. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on voit, et son travail, qui va être présenté au mois de décembre, le montre très bien. Un autre aspect qui montre aussi, je dirais, cette théâtralisation du contrôle, c'est notamment sur la rétention administrative. La rétention administrative, à savoir des personnes qui sont enfermées, mises dans un lieu, le temps d'instruire leurs demandes, soit pour qu'ils restent sur le territoire, soit pour tenter de les renvoyer dans leur pays d'origine. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des chiffres de l'Union européenne? Eh bien, c'est qu'on a des chiffres qui sont de l'ordre de 40% de renvois effectifs. Donc là, on est face à une politique publique et on voit bien qu'elle ne fonctionne pas. Et on tente de mettre en place différents dispositifs. Vous voyez à Calais, en 2015, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, nous avait conviés, on était plusieurs à Migrinter, à réfléchir ensemble à une situation, je dirais, un peu plus pérenne et qui respecte un peu plus les droits des migrants dans la région de Calais. Et une des premières réflexions qu'on avait eues avec Karen Akoka, donc qui est sociologue, avec qui je travaille pas mal, et on lui avait dit, mais avant de commencer peut-être de réfléchir à autre chose, ça serait peut-être bien de faire un bilan. On était en 2015, ça fait presque 20 ans que la blague, entre guillemets, dure. On dit que ça serait bien de voir, par exemple, combien ça revient, toutes les compagnies de CRS qui sont dépêchées chaque mois, etc. Combien ça revient, combien ça coûte, combien la rétention. Et je me souviens très bien que les deux émissaires qui avaient été dépêchés par Bernard Cazeneuve, ils ont eu un temps d'attente et ils ont dit « Ouais, mais ça ne fait pas partie de notre mission ». Donc voilà, on nous dit « Mais est-ce que vous pourriez demander ?» Donc ils sont allés demander, ils sont venus, et non, ça ne faisait pas partie de la mission. Donc on a refait un rapport, on a discuté entre différents acteurs, acteurs associatifs, acteurs de la préfecture, acteurs gendarmes et policiers aux frontières, qui étaient plutôt assez muets dans les discussions, mais bon, voilà, tout le monde était là. Et on a reproduit un rapport qui va un peu dans le sens de ce qui existait déjà auparavant. Et donc c'est là aussi, parfois, on a du mal, je dirais, à regarder et de se dire, peut-être à un moment donné, on s'est trompé. Ça, c'est un exemple. Et là, je me souviens aussi, d'ailleurs, au cours de ces différentes réunions, on m'avait demandé de parler de Dublin. Dublin, qui est ce règlement, en gros, pour faire très rapide, je ne vais pas faire un cours de droit, mais en gros, c'est le pays dans lequel vous arrivez, c'est là que vous déposez votre demande d'asile. Donc vous imaginez bien que la Grèce, l'Espagne, l'Italie sont les premiers pays concernés. Et donc ce qui n'empêche pas que les gens continuent de circuler parce qu'ils ne trouvent pas les conditions, parce qu'ils ont des parents, ils ont des amis, voilà, etc. Et en reprenant les chiffres qui sont produits par la Commission européenne, je montrais qu'on était face à un dispositif qui ne fonctionne pas. On a un dispositif qui dure depuis près de 15 ans, qui ne fonctionne pas. Dans le sens, les personnes qui sont interceptées et qui auraient dû déposer la demande d'asile dans le premier pays concerné, donc ces personnes-là, il n'y a simplement que 15% de renvois effectifs qui se perdent depuis la France vers les autres pays de l'Union européenne. Donc là aussi, on est face à une politique publique qui ne fonctionne pas, mais on continue de la faire marcher, de faire croire que ça fonctionne. Et je me souviens très bien d'un des responsables du ministère de l'Intérieur qui m'a dit « Oui, mais enfin, écoutez, ce n'est pas la peine de vous embêter, ça ne concerne que 6 000 personnes, donc pourquoi s'embêter à changer les choses que pour 6 000 personnes ?» Voilà. Donc, vous voyez, on est dans ces difficultés-là, et on le retrouve aujourd'hui où il y a vraiment, je dirais, un décalage qui s'opère entre ce que les gens vivent au quotidien et les politiques mises en place. On le voit par exemple, et même c'est là où on voit que les limites du droit parfois. Vous avez sûrement été sensible, je dirais, aux différentes situations qui s'opèrent aujourd'hui à la frontière franco-italienne, notamment avec la condamnation de Cédric Herrou, parce qu'il venait en aide à des personnes étrangères qui arrivaient sur sa ferme. Il faut rappeler quand même que le préfet des Alpes-Maritimes a été condamné à 5 reprises par le tribunal administratif. 5 reprises, et ce qui n'empêche nullement de continuer à faire exactement les mêmes choses qu'il faisait auparavant. Donc là, on voit toutes les limites du droit, et on voit là aussi apparaître des tensions, je dirais parfois assez fortes,
entre, ça produit des tensions assez fortes entre des collectifs parfois qui sont informels, considérés parfois comme anarchistes, parce qu'effectivement, mais tout ça aussi, ce sont des choses devant des indignations qu'on trouve pas mal de jeunes, etc., qui se retrouvent. Et donc ça, c'est effectivement ce renforcement, ce qui s'est produit notamment dans la vallée de la Roya, donc était lié, je dirais, à un premier renforcement qui s'était opéré à Vintimille. Donc vous imaginez que ça s'est produit dans la vallée de la Roya, ça remonte un peu plus au nord dans la vallée de la Roya, et aujourd'hui on en est à Briançon. Là, on a une étudiante l'an dernier en Master 2 qui a fait un mémoire absolument remarquable sur Briançon et qui montre toute cette solidarité aujourd'hui qui se joue dans le Briançonnais pour venir en aide à des personnes qui passent des cols à 2000 mètres d'altitude par des températures de moins 20 degrés. Voilà. Et donc, si effectivement il y a une décision importante, je dirais, du Conseil constitutionnel du 20 juillet dernier, disant qu'effectivement la criminalisation de l'aide au séjour irrégulier n'a plus lieu d'être, on voit quand même qu'aujourd'hui on va trouver d'autres stratagèmes, dans le sens où aider des personnes sur la frontière, ça peut être considéré comme aide à l'entrée au séjour irrégulier sur le territoire. Et donc on voit une frontière, voilà, comme ça, qui peut se déplacer, ou une opposition aussi aux forces de l'ordre, et qui peut être entraîner aussi des gardes à vue, et ce qui a conduit au procès des 6 de Briançon, qui sera en délibéré avec une décision qui sera prise le 13 décembre. Toutes ces catégories sont avant tout des catégories liées pour, je dirais, contrôler les personnes migrantes. On voit bien que, effectivement, à partir du moment qu'on va passer une frontière, si à un moment donné on était considéré demandeur d'asile dans un pays, eh bien on ne le sera plus forcément dans un autre. Et comme ça, vous voyez, à travers cette carte-là qui a été réalisée donc, avec Morgane Dumovic, qui est une jeune doctorante à Marseille, eh bien c'était d'essayer de montrer, voilà, à travers un parcours, que les gens pouvaient passer d'un statut à un autre. Et donc avec toujours ce dilemme, soit avoir des papiers mais n'étant pas autorisé à travailler, ou soit être autorisé à travailler mais n'ayant pas de papiers. Et donc c'était un peu ce dilemme-là dans lequel cette personne vit, et montrer un peu toute cette complexification aujourd'hui qui se joue dans la catégorisation des personnes migrantes. Donc voilà, donc c'est tout un travail qui a été fait, notamment ici, que là j'ai vu qui est sur la table, qui est l'Atlas des migrants en Europe, donc j'ai coordonné, et qui a été fait avec un réseau qui s'appelle Migre-Europe, qui est un réseau d'associations de défense des étrangers en Europe et en Afrique, et aussi de chercheurs, dont certains font partie de Migrinter. Donc voilà, j'ai mis ici. Et puis aussi des travaux qui se sont appuyés notamment sur, Benjamin Stora lui a fait référence tout à l'heure, sur la revue européenne des migrations internationales qui a fêté ses 30 ans il n'y a pas longtemps, et dont j'ai mis 2 numéros. Et je pense que Gilles Dubus sera là tout à l'heure pour, éventuellement, si vous en voulez, pour en avoir. Voilà, merci. Merci, un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup.